Bonjour, dans cette capsule de cours on va parler de cinématique. La cinématique c'est l'étude du mouvement. Alors pour étudier un mouvement on va voir qu'il y a un préalable, c'est définir des outils, comment on va se repérer par exemple. Ensuite on parlera de la position des objets, on parlera ensuite de la vitesse instantanée des objets, et on parlera ensuite de leur accélération. Voilà, bon courage. Avant de s'intéresser à l'évolution du mouvement d'un objet au cours du temps, peut-être on peut s'arrêter 2 secondes sur cette notion de temps. Le temps pour le physicien, c'est pas du tout une notion qui est extrêmement simple. C'est tout d'abord un concept qui est purement humain, qui est développé par l'être humain pour appréhender les changements de son environnement. La question du physicien sur la nature et les propriétés du temps n'est pas une question innocente. Est-ce que le temps est une propriété fondamentale de l'univers, ou plus simplement le produit de l'observation intellectuelle de la perception humaine? La question qui est posée par le physicien, finalement, c'est est-ce que le temps existe? Alors après, ce temps, ce concept très particulier, permet d'écrire des évolutions qui sont pourtant très différentes, qui peuvent être des évolutions définitives, la mort d'un individu, donc le début d'une ère, la fin d'une ère, ou qui peuvent être tout simplement périodiques, les saisons. Et ce concept s'applique sur des échelles et des notions qui sont extrêmement différentes. Ce que j'ai dit il y a une minute, le Big Bang qui date de 13 milliards d'années, et la demi-vie de l'isotope 7 de l'hydrogène qui vaut 10 puissance moins 21 secondes. Donc on a un concept qui couvre des grandeurs qui sont extrêmement différentes et qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Puis enfin, il y a 2 notions communes qu'on a beaucoup de facilité à comprendre et à admettre. Le premier principe, c'est la flèche du temps. La flèche du temps, eh bien le temps avance, et il y a un effet qui ne peut avoir une cause que sur un autre effet que s'il a été produit avant. Et Einstein va beaucoup plus loin, il définit ce qu'on appelle le principe de causalité, il dit lorsqu'il y a 2 événements, un événement A et un événement B, l'événement A ne peut causer l'événement B que si il est à une distance et un temps tel que l'information qui passe de A vers B ne passe qu'à une vitesse inférieure à celle de la lumière. Et puis il y a la notion de temps universel, celle qui a été développée un peu plus tôt par Newton. Lorsqu'il est 18h45 minutes 35 secondes 47 centièmes, ici, en temps universel, eh bien c'est exactement le même temps qu'on pourra avoir sur n'importe quel endroit de l'univers. Eh bien, ces 2 notions qui sont assez évidentes ne sont pas du tout définitives pour le physicien et sont remises en question par la physique. On verra ça un petit peu plus tard dans le cours. Alors la mesure du temps, c'est quelque chose d'important dans l'histoire des sciences, dans l'histoire de la civilisation humaine. On a tout d'abord utilisé des outils qui étaient des outils naturels, par exemple eh bien, les périodes liées à la lunaison, ou les périodes liées aux saisons. Puis on a inventé des outils plus ou moins évolués, des clepsydres, des vases à écoulement d'eau. Il va falloir attendre quand même très très longtemps avant d'avoir un outil qui soit à peu près efficace, avant d'avoir une horloge, avant d'avoir une montre, avant d'avoir des outils qui mesurent le temps avec précision. Et au fur et à mesure qu'on a développé ces outils qui mesurent le temps avec les précisions, eh bien il a fallu définir une unité de temps, la seconde, de plus en plus précisément. Donc on l'a d'abord défini par rapport au jour solaire, puis par rapport à une année, et puis enfin on l'a défini par rapport aux oscillations d'un atome de césium 133 autour un de ses états fondamentaux. On ne peut pas décrire le mouvement d'un objet sans préciser la position de l'observateur, qu'on appelle le référentiel. La description du mouvement d'un objet, mais cette année on parlera plus précisément d'un point de cet objet, notamment de son centre de gravité, dépend de la position et du mouvement de l'observateur, ce qu'on appelle le référentiel. Parmi ces référentiels, on va trouver des référentiels qu'on appelle galiléens. Eh bien les référentiels galiléens, ce sont les référentiels dans lesquels on va pouvoir appliquer les lois de Newton, dont on parlera un petit peu plus tard. Le référentiel du laboratoire, par exemple, pour un lancer de billes, est un référentiel galiléen. Le référentiel géocentrique, lié au centre de la Terre,
et avec des axes qui sont dirigés vers les étoiles lointaines et fixes, est un référentiel galiléen pour les satellites terrestres. Le référentiel héliocentrique lié au centre du Soleil est un référentiel galiléen pour les planètes qui tournent autour du Soleil. Lorsqu'on a un référentiel galiléen, tout référentiel qui est en translation uniforme par rapport à ce référentiel est lui aussi un référentiel galiléen. Dans un référentiel galiléen, on va pouvoir appliquer la loi d'additivité des vitesses. Par exemple, vous êtes dans un train qui se déplace à 10 km/h, vous-même vous marchez dans le train à 5 km/h, eh bien si vous déplacez dans la même vitesse que le train, vous déplacez par rapport au sol à 15 km/h. Voilà ce qu'on appelle l'additivité des vitesses. Ensuite, dans ces référentiels galiléens, il y a une notion qui disparaît, qui n'a plus du tout d'importance. C'est la notion d'immobilité ou de mobilité. Par exemple, dans ce train, dans cette illustration qui est là, le passager est immobile par rapport au train dans lequel il se trouve. Mais le train dans lequel il se trouve voit passer sur sa droite un autre train qu'il croise visiblement. Et puis derrière, on a visiblement la gare. Alors qu'est-ce qui est immobile, qu'est-ce qui est immobile dans cette situation-là? C'est extrêmement difficile à dire finalement, parce que là je vois bien que, a priori, la gare est immobile par rapport à mon personnage. Donc on pourrait penser que le personnage est immobile par rapport à la gare. Mais si j'avais pas cet arrière-fond, cet arrière-plan, je pourrais pas dire si c'est mon personnage qui est en déplacement ou si c'est le train qui le croise qui est en déplacement. Eh bien, ça n'a aucune importance pour le physicien. Mobile et immobile, c'est exactement la même chose. Pour décrire un mouvement, il nous faut un support. Alors ce support, ça peut être une vidéo ou ça peut être aussi une chronophotographie, comme celle qu'on a ici. C'est la chronophotographie d'un skieur qui nous fait un joli saut. Alors un skieur, c'est quelque chose, c'est un objet pour le physicien qui est assez complexe finalement. Une tête, des bras, des bâtons, des skis, des jambes. Donc on va pas s'intéresser à la totalité de l'objet, on va s'intéresser simplement à un point de cet objet. Et là, il y a deux points qu'on a représentés. On suit l'évolution de deux points. Le point rouge qui correspond au centre de gravité de ce skieur qui est à peu près au niveau des hanches, et un point vert qui correspond à l'extrémité des skis. Alors si on compare ces deux trajectoires, on voit bien qu'il y en a une qui est un peu plus simple que l'autre. D'une façon générale, la trajectoire du centre de gravité est plus simple. Bien donc c'est celle qu'on va suivre. On ne va pas s'intéresser ici à l'extrémité des skis, on va s'intéresser uniquement aux positions du centre de gravité du skieur. Voilà cette trajectoire chronoponctuée avec des positions successives, M0, M1, etc. Bien entendu, on n'oublie pas de préciser dans quel repère, et là on a un repère orthonormé au IJ, au XY, qui va nous permettre de repérer les positions de cet objet. L'intervalle de temps entre chacune de ces positions, elle est notée tau, c'est le t en grec, ou delta t. Le vecteur position, c'est quoi? Eh bien, c'est le vecteur qui va de l'origine jusqu'à la position de cet objet. Par exemple, il y a ici le vecteur OM0, puis ici le vecteur OM2. Les coordonnées de ce vecteur position, eh bien, les coordonnées, c'est les projections sur l'axe des abscisses pour X, la projection sur l'axe des ordonnées pour Y. Donc ici, eh bien, on aurait une coordonnée X0 et Y0 pour ce vecteur OM0. Et un vecteur de coordonnées x2, y2 pour le vecteur OM2. Le vecteur position du point étudié change avec le temps, donc ces coordonnées sont des fonctions du temps, qu'on peut noter de différentes façons. X et Y sont des fonctions du temps, X et Y sont des fonctions du temps, X et Y sont des fonctions du temps, mais bien souvent on écrira les choses encore plus simplement, on les écrira de la façon suivante. Lorsqu'on a une trajectoire chronoponctuée ou lorsqu'on a une vidéo, on va pouvoir utiliser un logiciel de pointage pour récupérer pour chaque position de l'objet la date à laquelle on l'a enregistré et les coordonnées X et Y du vecteur position. Lorsque le mobile se déplace, par exemple de la position M0 à M2, il décrit
un vecteur déplacement. Ici, c'est le vecteur M0, M2. La norme de ce vecteur peut très bien être mesurée. Il suffirait d'avoir un double décimètre et une échelle. Mais on peut aussi obtenir cette norme à partir des vecteurs position O, M0 et O, M2. On va pouvoir obtenir cette norme à partir de la variation du vecteur position. Ici, on a représenté les vecteurs OM0, OM2, et on voit bien que pour passer de ce point M0 au point M2, on peut suivre l'opposé du vecteur OM0, puis OM2. Autrement dit, le vecteur M0, M2 est égal à OM2 moins vecteur OM0. Autrement dit, alors on peut faire la construction, on peut demander à faire cette construction. Donc on va prendre l'opposé du vecteur OM0. On va ajouter le vecteur OM2. Donc ensuite on fait ici OM2 moins OM0. Et on obtient le vecteur OM2 moins OM0 qui correspond au vecteur déplacement qu'on cherche. Donc les coordonnées de ce vecteur M0, M2, c'est la différence des coordonnées entre le vecteur OM2 et OM0, c'est-à-dire x2 moins x0, y2 moins y0. Et on connaît la norme d'un vecteur quand on connaît ses coordonnées, parce que c'est la racine carrée du carré de la différence des x, du carré de la différence des y. Donc ici, eh bien, ce vecteur déplacement a donc pour norme x2 moins x0 au carré, plus y2 moins y0 au carré, tout ça en racine carrée, puissance 1/2. Donc on est capable de connaître la norme du vecteur déplacement, qui est aussi la norme du vecteur variation de vecteur position. Eh bien, il y a quelque chose de nouveau pour nous, c'est ce qu'on appelle la vitesse instantanée. Et la vitesse instantanée, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Autrement dit encore, les coordonnées du vecteur vitesse sont les dérivées du vecteur position par rapport au temps. Vx est égal à d de x sur dt, et Vy est égal à d de y sur dt. Vous allez me dire, c'est une drôle de façon d'écrire les choses. Pourquoi est-ce qu'on les écrit pas comme en maths? Pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas Vx est égal à x', et Vy est égal à y'? Tout simplement pour nous souvenir qu'on ne dérive pas par rapport à n'importe quoi en physique. On dérive par rapport au temps. Et ça va avoir une conséquence, notamment sur les unités. V, c'est une vitesse. C'est bien la dérivée d'une grandeur qui est une distance exprimée en mètres sur un temps qui est exprimé en secondes. C'est donc bien des mètres par seconde. Voilà pourquoi une vitesse s'exprime en mètres par seconde. On peut estimer en un point son vecteur vitesse instantanée, en tout cas sa vitesse instantanée. Il suffit de calculer la vitesse moyenne entre le point juste avant et le point juste après. C'est-à-dire qu'on va pouvoir estimer la variation de vecteur position et on va la diviser par la variation de temps, la durée pendant laquelle on a cette variation, et on va pouvoir obtenir la vitesse instantanée. Donc c'est bien une égalité qu'on a marquée là, en réalité, c'est bien une estimation qu'on fait. On estime la vitesse instantanée en un point, en calculant la vitesse moyenne entre le point d'avant et le point d'après. Par exemple, si on voulait estimer le vecteur vitesse V1 pour le point M1, on s'intéresserait à la variation de position entre le point M2 et le point M0, ou M0, M2 dans ce sens-là, et on divise par l'intervalle de temps qui est nécessaire pour observer ça. Or ça, eh bien c'est tout simplement le vecteur déplacement dont on a parlé tout à l'heure. Donc il suffirait de prendre la norme du vecteur déplacement et de diviser par l'intervalle de temps qui est nécessaire pour observer cette variation. Eh bien l'intervalle de temps qui est nécessaire pour passer de M0 à M2, c'est une fois tôt pour passer de M0 à M1, et deux fois tôt pour passer de M1 à M2.
Donc c'est 2 fois taux qui est nécessaire pour passer de M0 à M2. Donc il suffirait de prendre la norme de ce vecteur déplacement et de diviser par 2 fois taux. Voici un tableur sur lequel on a les coordonnées des vecteurs position successives d'un objet qui s'est déplacé. À partir de ces coordonnées x et y, on va pouvoir déterminer les coordonnées du vecteur vitesse instantanée, Vx, en mètres par seconde, et Vy, en mètres par seconde. Il s'agit bien là des coordonnées du vecteur vitesse. Alors pour déterminer ces coordonnées du vecteur vitesse, on va appliquer la méthode qu'on a vue précédemment en disant qu'on peut estimer une vitesse instantanée en calculant une vitesse moyenne entre le point d'avant et le point d'après. Alors on voit tout de suite que cette méthode a des limites, parce que pour les deux cellules qui sont ici, il n'existe pas de point d'avant. Donc cette méthode n'est pas applicable. Et pour les deux cellules qui sont ici, il n'existe pas de point d'après. C'est-à-dire que je ne pourrais calculer Vx et Vy que sur cet espace. Alors je vais m'intéresser à cette cellule. Comment calculer Vx? Eh bien, Vx est égal à la variation de x entre le point d'avant et le point d'après. On va cliquer ça en disant que c'est x2 moins x0. Mais il faut diviser par l'intervalle de temps qui est nécessaire pour passer du point d'avant au point d'après. Eh bien, on va le faire comme ça. Ce sera la date du point d'après moins la date du point d'avant. J'ai obtenu Vx. Alors maintenant, comment obtenir Vy? Vy, c'est relativement simple. Je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire que je vais venir chercher le y d'après, je vais soustraire le y du point d'avant, je divise par la date du point d'après, auquel je soustrais la date du point d'avant. Attention les parenthèses. J'obtiens mes deux vitesses. Il suffit de faire glisser vers le bas pour remplir mon tableau. Alors qu'est-ce qu'on voit? Deux choses, un truc qui peut paraître curieux, mais on en reparlera plus tard, c'est que Vx est constant. Autrement dit, par rapport à x, le mouvement est uniforme, la vitesse est constante sur l'axe des x. Par contre, Vy présente ici une valeur positive et ici des valeurs négatives. Ça peut sembler bizarre d'avoir des vitesses négatives. Ah non, c'est pas bizarre du tout, parce que là, il s'agit des coordonnées du vecteur vitesse. Et là, ça veut tout simplement dire que puisque la coordonnée selon l'axe des y est négative, que cette vitesse est dirigée vers l'opposé de l'axe des y. Alors maintenant, si je voulais avoir non pas les coordonnées du vecteur vitesse, mais la norme du vecteur vitesse, eh bien c'est relativement simple, puisque lorsque j'ai les coordonnées d'un vecteur, je peux assez facilement obtenir la norme en prenant la racine carrée. Alors sur les tableurs en général, la racine carrée, ça se tape racine. En prenant la racine carrée du carré de chacune de ces coordonnées. Donc il faudrait prendre 0,7 qu'on passe au carré, et il faudrait prendre le 0,52 qu'on passe au carré. Et voilà la norme du vecteur vitesse. On peut remplir son petit tableau en double-cliquant sur la petite croix ou en glissant. Voilà l'évolution de la norme du vecteur vitesse instantanée pour cet enregistrement. Alors on a parlé de dérivée. Il n'y a pas question de faire ici un cours de maths. Simplement on va se souvenir de 2-3 petites choses sur les dérivées. Si on a une fonction de x qui s'écrit ax plus b, sa dérivée c'est a. Si on a une fonction de x qui s'écrit ax carré plus bx plus c, sa dérivée c'est 1 demi de ax plus b. Si on a une fonction de x qui s'écrit ax carré plus c, sa dérivée c'est 1 demi de ax. Enfin, si on avait une fonction de x qui était égale à une constante, sa dérivée serait nulle. Éventuellement, on peut se souvenir de ça, mais ça c'est pour les forts en maths qui voudraient suivre la démonstration qu'on fera dans quelques instants. Donc, eh bien, on a dit que le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. On a ici un vecteur position, on va le diviser par 2 fois taux, l'intervalle de temps qui est nécessaire pour obtenir cette variation, et on obtient le vecteur vitesse V1.
Les échelles ne sont pas du tout les mêmes. Là, on parle de vecteur déplacement. Là, on parle de vecteur vitesse. On peut très bien avoir une échelle pour représenter les vecteurs déplacement et une échelle pour représenter les vecteurs vitesse. Le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. Quelle que soit la trajectoire, quel que soit l'objet en mouvement, le vecteur vitesse à un moment donné est toujours inscrit sur la tangente. Est-ce que vous seriez capable de représenter les vecteurs vitesse V1 et V2 sur cet enregistrement? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Je vous laisse réfléchir un petit peu, vous pouvez vous mettre sur pause avant de faire l'exercice. Corriger. Eh bien, on va s'intéresser pour le vecteur vitesse M1, V1 au mouvement M0, M2, qui nous donne la direction et le sens de V1. M0, M2 mesure à peu près 8,5 cm. À l'échelle retenue, ça fait à peu près 17 mètres. 2 fois tau, puisque tau vaut 0,5 secondes, ça fait 1 seconde, ça fait à peu près 17 mètres par seconde. Et à l'échelle retenue, ça fait à peu près 3,4 cm. Puis on va faire la même chose pour M2, M4, qui nous permettra de déterminer le vecteur vitesse V3. Donc on a le vecteur vitesse V1 et le vecteur vitesse V3 qui sont représentés. Alors on arrive à quelque chose maintenant de nouveau, c'est le vecteur accélération. Vous vous souvenez que pour passer du vecteur position au vecteur vitesse, on avait dérivé le vecteur position. Et bien là, lorsqu'il y a une variation de vecteur vitesse, on va dériver ce vecteur vitesse par rapport au temps et on va obtenir l'accélération. Les coordonnées de ce vecteur accélération, c'est la variation de x par rapport au temps et la variation de vy par rapport au temps. De la même façon qu'on pouvait estimer le vecteur vitesse en calculant la vitesse moyenne entre le point d'avant et le point d'après, on peut déterminer le vecteur accélération en calculant l'accélération entre le point d'avant et le point d'après. Par exemple, si on veut déterminer la norme du vecteur accélération A2 en M2, on va s'intéresser au vecteur vitesse d'après, au vecteur vitesse d'avant, et on va diviser par delta t. La première information qu'on peut sortir de cette information, c'est que le vecteur vitesse accélération A2, il a la même direction et le même sens que le vecteur variation de vecteur vitesse V3 moins V1. Et que sa norme est égale donc à les coordonnées de V3 moins V1 passées au carré, on prend la racine carrée de l'ensemble et on divise par l'intervalle de temps qui est permis de faire cette variation. Alors on peut construire le vecteur accélération de deux façons différentes, soit graphiquement, soit sur un tableur. Ici par exemple, j'aimerais bien construire pour le point M2 le vecteur accélération A2. J'ai construit le vecteur vitesse V1, j'ai construit le vecteur vitesse V3. Eh bien, on va tout d'abord s'intéresser, avant de parler du vecteur accélération, au vecteur variation de vecteur vitesse V3 moins V1. On va donc construire le vecteur V3 moins le vecteur V1. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va venir chercher le vecteur V3 et on va l'appliquer de façon à construire le vecteur V3 moins V1. Voilà, c'est ce qu'on a fait. On a pris le vecteur V3 et on a soustrait le vecteur V1. On a donc construit ici le vecteur delta V qui vaut V3 moins V1. Ça, c'est le vecteur variation de vecteur vitesse. Pour obtenir le vecteur accélération, encore faut-il le diviser par l'intervalle de temps qui est nécessaire pour passer du point d'avant au point d'après, du point M1 au point M3, c'est-à-dire une fois tau et deux fois tau. Donc on va prendre ça et on va le diviser par 2 tau. Lorsqu'on a fait ce travail, eh bien on a le vecteur accélération qu'on va pouvoir appliquer en A2. On peut aussi faire le même travail avec un tableur. À partir du tableau tout à l'heure,
et notamment de Vx et de Vy, les coordonnées du vecteur vitesse instantanée, on va pouvoir déterminer les coordonnées de AX. Alors une accélération c'est en mètres secondes carré, mètres secondes moins 2, et AY, ce sont les coordonnées du vecteur accélération instantanée. Comment est-ce qu'on va faire pour déterminer ça? C'est relativement simple, on va appliquer la même méthode que tout à l'heure, celle qu'on avait appliquée pour les vitesses, on va l'appliquer pour les accélérations. On va dire que l'accélération, selon l'axe des x, c'est la variation des Vx que divise l'intervalle de temps qui est nécessaire pour l'observer. Vous voyez bien que ma méthode, elle a à nouveau un inconvénient, c'est que si je m'intéresse à cette ligne, il n'existe pas de point d'avant pour Vx, et sur celle-ci, il n'existe pas de point d'après pour Vy. Donc je ne pourrais appliquer cette méthode sur ces cellules-là. Alors je vais l'appliquer ici. Comment obtenir AX? Eh bien c'est la variation des vitesses selon l'axe des x. C'est donc le Vx d'après, moins le Vx d'avant, et je vais diviser par l'intervalle de temps qui est nécessaire pour passer de là à là, c'est-à-dire la date du point d'après, moins la date du point d'avant. 0. Ah ouais, mais c'est normal. Pourquoi? Parce que là on voit que Vx est une constante. On a un mouvement uniforme selon l'axe des x, donc on n'a pas d'accélération. Ah, je vais effacer ça, j'ai marqué que des zéros, ce sera plus facile. Hop. Pour AY, comment faire? Pour AY, je vais faire exactement la même chose, je vais dire que c'est le VY d'après, moins le VY d'avant. Et je vais diviser par la date d'après, moins la date d'avant. J'ai la variation des VY sur la durée pendant laquelle on observe cette variation. J'obtiens 9,8, je complète mon tableau jusqu'au bout, ça me donne 9,8 partout. Oh, c'est curieux. Alors ça, ces coordonnées, elles me disent que l'accélération, elle est selon l'axe des Y, dans un sens qui est opposé à l'axe des Y, puisqu'on a des valeurs négatives ici, et qu'elle est constante. Et on peut même remarquer que sa valeur, elle est très proche de 9,81. On verra un petit peu plus tard qu'il s'agit d'une chute libre. On peut traiter cet exercice d'une façon un petit peu différente, en traçant les courbes d'évolution de x et de y en fonction du temps. Rajoutons une courbe de tendance sur la courbe des x. Donc sur cette courbe de tendance, on va demander d'afficher l'équation sur le graphique. Et on a cette équation qui apparaît, y est égal à 0,7 fois x. Sachant que x ici, j'ai demandé de tracer x en fonction de temps, donc c'est pas x dont il s'agit, mais c'est t. Et c'est pas y dont il s'agit, mais c'est x. Donc eh bien, je sais que x est égal à 0,7 fois t. Sa dérivée, alors j'ai marqué x' pour simplifier les choses, sa dérivée par rapport au temps, ce serait donc 0,7. Eh bien cette dérivée par rapport au temps, c'est tout bêtement la vitesse selon l'axe des x. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Et si je dérive la vitesse, qui est tout simplement l'accélération selon l'axe des x, je trouve 0, puisque je dérive une constante. Se passer un peu. On va faire la même chose avec y. On va demander une courbe de tendance. Alors cette fois-ci, on va demander quelque chose de plutôt polynomial, parce que c'est pas du tout linéaire. On demande l'affichage de l'équation, et on obtient cette équation, qui nous dit que y, donc coordonnées y du vecteur position, alors c'est pas en fonction de x que j'ai demandé de la tracer, mais c'est en fonction de t. Donc il y a bien y est de la forme moins 4,9 fois t au carré,
plus 1,5 fois t. On va s'intéresser à Vy, qui est la dérivée de y par rapport au temps. Alors dérivons ça par rapport au temps. Ça ferait quoi? Eh bien, ici, ça nous ferait 2 fois moins 4,9, c'est-à-dire à peu près moins 9,8 fois t, plus la dérivée de 1,5 fois t, ça fait 1,5. Et si je m'intéresse maintenant à AY, qui est la dérivée par rapport au temps de Vy, ça me donne moins 9,8. Et je retrouve mon résultat de tout à l'heure. Est-ce que vous seriez capable de tracer le vecteur accélération A2 pour le point M2, connaissant les vecteurs vitesse V1 et V3? On nous propose une échelle de 1 cm pour 2 mètres secondes moins 2. Bah, allez-y, essayez de le faire. Alors, correction. Eh bien, il faut prendre le vecteur V3, l'appliquer sur M2, prendre l'opposé du vecteur V1, de façon à construire le vecteur V3 moins V1. Ce vecteur V3 moins V1, on mesure sa norme. On divise cette norme par 2 fois taux. On obtient 10 mètres par seconde carrée. À l'échelle des représentations, ça fait un vecteur de 5 cm. Donc on a représenté delta V et on a représenté le vecteur accélération A2. Quelques définitions maintenant. Qu'est-ce qu'on appelle un mouvement uniforme? C'est un mouvement pour lequel la vitesse reste constante. Attention, ça signifie pas pour autant que le vecteur vitesse reste constant. Par exemple, lorsqu'on a une courbe dans l'uniforme, dans une autoroute, eh bien la vitesse peut rester à 130 km/h. Par contre, le vecteur vitesse change. Ne pas confondre un mouvement uniforme avec un mouvement rectiligne uniforme. Dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme, cette fois-ci, le vecteur vitesse reste constant. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement uniformément accéléré? Bien, un mouvement uniformément accéléré, la vitesse est une fonction affine du temps. C'est-à-dire que, par exemple, comme on a vu tout à l'heure dans la chute, eh bien, l'accélération, elle est constante et elle vaut 9,8 mètres secondes moins 2. Alors, qu'est-ce que c'est que ces différents enregistrements? À quoi ça correspond? Bah, ici, on a Vy qui est constant, donc, eh bien, c'est un mouvement qui est uniforme. Ici, on a Vy qui augmente, c'est donc un mouvement accéléré. Ici, on a Vy qui diminue au cours du temps, c'est un mouvement accéléré aussi. Alors on peut dire freiner si on veut, si on préfère, mais d'une façon générale, dès qu'on a une variation de vitesse, on parle d'accélération. Lorsque la vitesse augmente, l'accélération augmente. L'accélération est positive dans un premier temps et dans le même sens que la vitesse. Par contre, lorsque la vitesse diminue, il y a une accélération mais qui s'oppose à la vitesse, donc c'est localement ce qu'on peut appeler un freinage. Et puis enfin, sur une courbe, lorsque la vitesse reste constante, l'accélération est soit nulle, soit elle est perpendiculaire au vecteur vitesse. Quelques mouvements particuliers, voici un enregistrement qui correspond à un mouvement rectiligne et uniforme. Le vecteur vitesse est un vecteur constant, le vecteur accélération est nul. Voici un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Voici un mouvement rectiligne uniformément freiné, c'est-à-dire accéléré avec une accélération qui est dans le sens opposé à la vitesse. Voici un mouvement particulier qu'on appelle un mouvement rectiligne, ou qu'on appelle un mouvement circulaire et uniforme. Dans ce cas très particulier, le mouvement accélération, il est centripète. Centripète, ça veut dire qu'il est dirigé vers le centre du cercle. Et dans cette situation très particulière, on peut le montrer d'un point de vue expérimentalement, on n'aura pas le temps. On peut le montrer de point de vue théorique, mais c'est très facultatif pour vous. Dans cette situation très particulière du mouvement circulaire uniforme, l'accélération elle est centripète et elle a pour valeur v carré
sur R, où R est le rayon du cercle dans lequel s'inscrit le mouvement. Petite démonstration pour les matheux qui peuvent mettre cette page en pause pour la lire. Les autres, c'est pas nécessaire, vous pouvez passer. Suite pour les matheux. Dernière étape pour les matheux qui nous montre qu'effectivement l'accélération, ça vaut V carré sur R. Encore une fois, c'est facultatif. Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement circulaire non uniforme? Eh bien, un mouvement circulaire non uniforme, on a des accélérations qui ne sont pas centripètes. Accélération centripète et constante, c'est donc un mouvement circulaire uniforme. Si l'accélération n'est pas centripète, ce n'est pas un mouvement circulaire uniforme. Ça peut être un mouvement circulaire, mais il n'est pas forcément uniforme. Alors on finit par un tout petit exercice. En 2012, vous vous souvenez peut-être de Félix Baumgartner qui a franchi le mur du son en vol libre à partir d'un ballon gonflé à l'hélium, en sautant d'une altitude de 39 000 km. Ci-dessous, on a enregistré l'évolution de l'ordonnée de son vecteur vitesse, donc la verticale de son vecteur vitesse. Comment est orienté le repère dans lequel on a réalisé l'enregistrement? Décrivez les différentes phases du mouvement. Comment évolue la coordonnée AY du vecteur accélération? Est-ce que vous sauriez répondre à ces questions? Pouvez-vous mettre sur pause avant de consulter les réponses? Eh bien, Félix descend. Visiblement, il n'est pas monté. La vitesse VY, c'est-à-dire la coordonnée du vecteur vitesse, est comptée positivement sur l'axe. C'est donc que l'axe est donc orienté vers le bas. Quelles sont les différentes phases de ce mouvement? Principalement, on en voit trois. Première étape, on accélère, donc vers le bas, jusqu'à atteindre la vitesse maximale. Deuxième étape, on accélère, mais cette fois-ci l'accélération est dirigée vers le haut, la vitesse diminue, il s'agit d'un freinage. Et dernière étape, avant de toucher le sol, ici, avant de toucher le sol, on a une vitesse qui est constante. Comment évolue l'accélération au cours de ces différentes phases? Eh bien là, la vitesse augmente, donc on a une accélération qui va être comptée positivement. Là, au contraire, la vitesse diminue, c'est donc qu'on a une accélération qui va être comptée négativement. Là, on a un mouvement qui est uniforme, donc l'accélération est nulle. Voilà, c'est terminé pour cette capsule de cours.